Salut à tous. Le 16 octobre dernier, le prof d'histoire géo Samuel Paty était sauvagement assassiné par un islamiste, quelques jours après avoir montré des caricatures du prophète à ses élèves, dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Tout a été dit ailleurs sur le déroulé de cette affaire et sur le rôle d'associations de lutte contre l'islamophobie, qui servent en fait de cache-sexe à l'islam politique. Ici, on va surtout s'intéresser à quelque chose qui a été peu abordé ailleurs, c'est-à-dire aux conséquences politiques de cet attentat. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup à en dire. Cette vidéo pourra vous donner l'illusion d'un patchwork un peu bordélique, mais vous verrez que tous les sujets et événements qu'on va aborder sont bien connectés les uns avec les autres, et à la fin de la vidéo, on raccrochera les wagons. Suite à l'assassinat de Samuel Paty, il n'a pas fallu plus de 2 jours pour que l'équipe habituelle réclame la mise sous tutelle des réseaux sociaux. Les plus bêtes militent encore pour la fin de l'anonymat sur internet, ce qui va pas être dur à obtenir puisque c'est déjà le cas. Entre les adresses IP, les adresses mail et tous les renseignements qu'il faut fournir pour se créer un compte sur les réseaux, personne n'est anonyme sur internet, et il est très facile de retrouver l'identité de quelqu'un dans le cadre d'une plainte ou même sans. Alors au pire, ils confondent anonymat et pseudonymat. Mais là aussi, je suis pas sûr que l'interdiction des pseudos améliore le débat public. Il y a tout un tas de gens dans l'espace public qui disent de grosses conneries en mettant leur vrai nom dessus. Et les plus doués dans ce domaine sont au gouvernement. Il n'empêche que ce marronnier de l'anonymat revient régulièrement. Peut-être une façon de hurler avec les loups sans vraiment promouvoir de mesures concrètes. Parce qu'à côté des idiots qui jouent peut-être les faux naïfs, eh bien vous avez les idiots dangereux comme Darmanin. Ceux-ci se sont empressés de déterrer la loi Avia, inhumée quelques mois plus tôt par le Conseil constitutionnel. Pour rappel, il s'agissait d'une loi extrêmement vague, qui prétendait lutter contre le terrorisme, la pédocriminalité et la haine en ligne, en imposant notamment aux plateformes de supprimer dans les 24 heures des contenus manifestement illicites ou appelant à la haine en ligne, sous peine d'une lourde amende. Des notions qui ne veulent strictement rien dire et qui n'ont pas été définies dans la loi, transformant les GAFAM en censeurs officiels du gouvernement qui doivent juger de la légalité de nos propos en dehors de toute transparence, procédure ou tribunal, et alors que les GAFAM sont jugés parties dans l'affaire. Voilà des dirigeants en train de sous-traiter le contrôle de leur population à des entreprises étrangères. Génial. Et les mêmes viendront chialer sur le pouvoir des GAFAM. Il est évident que ces boutiques auraient fait du zèle pour éviter des sanctions, réduisant notre liberté d'expression, peu ou prou au monde de la consommation. Du contenu lolilol sur les jeux vidéo, et qu'est-ce que j'ai bouffé ce matin, et regardez mes nouvelles godasses, etc. On devine qu'il s'agit surtout de supprimer la critique contre nos chères élites et de limiter l'expression politique à la doxa officielle, comme dans les JT en fait. Mais il y a un petit effet pervers. Oh, 3 fois rien. La haine étant un sentiment subjectif, vous pouvez faire supprimer tout et n'importe quoi au nom de la lutte contre la haine. Il suffit d'avoir une communauté de pleurnichards suffisamment large. Pour cet imam égyptien par exemple, le fait d'insulter des religions et attaquer leurs symboles sacrés au nom de la liberté d'expression est un appel à la haine. Tiens. Donc avec la loi Avia, diffuser des caricatures du prophète ou parler de terrorisme islamiste, c'est stigmatisant, ça peut être considéré comme un appel à la haine. Et il n'y a aucun doute que les associations de l'islam politique se seraient servies de cette loi pour faire supprimer toute critique de leurs actions. En somme, Darmanin et les autres abrutis veulent réduire la liberté d'expression au nom de la défense de la liberté d'expression. Et ils veulent lutter contre le terrorisme islamiste en faisant passer une loi qui peut nous interdire de le critiquer, d'en parler ou de le nommer comme tel. Comme si ça ne suffisait pas, Darmanin a décidé de rajouter un glaçage de conneries sur son gâteau de bêtises. Alors moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Voilà, je pense. En gros, les musulmans doivent arrêter de bouffer du Isla Délice parce que ça les conduit à buter des gens pour des dessins. Je suis sûr que ça marche comme ça. Le niveau 0 de la critique du communautarisme. Avant de s'attaquer au couscous pour lutter contre le séparatisme, peut-être qu'on pourrait s'intéresser aux médias et associations communautaires qui passent leur temps à expliquer aux jeunes à quel point ils vivent dans un pays méchant, raciste et excluant. Peut-être qu'on pourrait s'intéresser à ces imams formés à l'étranger qui prêchent un islam radical dans des mosquées financées par l'étranger. Je vous renvoie à l'excellent documentaire Qatar, guerre d'influence sur l'islam d'Europe qui expose très bien le problème.
Peut-être aussi qu'on pourrait être plus ferme avec certains dirigeants étrangers qui soutiennent l'islam radical et s'en servent comme d'une arme dans les relations internationales, à commencer par ce cher Erdogan. Si vous avez suivi mes 2 vidéos sur la Turquie, vous savez que Macron et Erdogan se sont chamaillés ces derniers mois au sujet de la Libye, de la Syrie et surtout du gaz en Méditerranée. Ça s'était un peu calmé en septembre, mais Erdogan a décidé de relancer les hostilités à l'occasion de l'assassinat de Samuel Paty et de tout ce qui en a découlé. De la même manière qu'il a instrumentalisé les migrants au printemps, Erdogan se sert maintenant des musulmans pour faire pression sur l'Europe et en particulier sur la France. Il nous a bricolé toute une propagande anti-française pour faire croire que Macron serait le commanditaire de la republication des caricatures du prophète par Charlie Hebdo et que les mesures du gouvernement contre les associations et la mosquée impliquées dans l'assassinat de Samuel Paty seraient en fait le reflet d'une islamophobie primaire parfaitement injustifiée. Quel est le problème de Macron avec l'islam? Quel est son problème avec les musulmans? Tiens ben c'est vrai ça, pourquoi une telle stigmatisation? Est-ce qu'il y aurait un lien avec les attentats? Non, j'ai trouvé, la France est islamophobe. Non content de tordre la réalité, Erdogan invente aussi des événements pour jeter de l'huile sur le feu. Au bout de quelques jours de pleurniche, il a décidé de lancer un boycott des produits français pour un motif assez particulier. Comme ils ont demandé de ne pas acheter de produits turcs là-bas, j'en appelle à mon peuple, n'achetez pas de produits français. Mais personne dit ça. Le discours du président turc a été audacieux, en déclarant que chaque jour en Europe, un temple musulman est attaqué. Jamais de la vie. Ce sophisme, répété à l'envi, a eu un impact sur les différents pays qui ont décidé de se joindre au boycott. L'islamophobie se répand en Europe comme un fléau, critique Erdogan. Toutes ces déclarations ont fait de Macron la tête de turc des musulmans radicaux, donnant lieu à une flopée de manifestations spécialement orientées contre lui, notamment dans les pays du Moyen-Orient. Et pour venger le prophète de ces odieuses caricatures, un journal iranien a eu la bonne idée de caricaturer Macron, plongeant les Français dans une peine terrible. C'est sûr qu'on a bien rigolé, hein. Envoyez-en d'autres. Autre débilité, des chances pour l'Égypte ont décidé d'aller plus loin et de faire trembler l'économie française. Ils ont pris des produits Danone, alors j'espère que c'est des invendus, parce que s'ils les ont achetés, ils n'ont pas tout compris au boycott. Et puis ils sont allés les balancer dans le Nil. Donc le pays entier vit au bord de ce fleuve et ils s'en servent comme des potoirs. Ils gaspillent de la bouffe, dégueulassent leur environnement et s'imaginent que ça va embêter les Français. Je sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérangerait. Bon, vous avez compris, on n'a vraiment pas affaire à des prix Nobel dans cette histoire de boycott qui est bourrée d'incohérences. Déjà, quand ta monnaie s'effondre de 80% en 10 ans, la première raison qui empêche les Turcs de consommer français, c'est leur pouvoir d'achat à l'extérieur. Le prix du kiri fabriqué en France a fait x9 en 10 ans pour le consommateur turc. Tu penses bien qu'ils ont arrêté de l'importer. Mais du coup, pourquoi il y en a autant dans les rayons? Non. Non. Et si, vous avez bien compris, dans un certain nombre de cas, les produits de marques françaises qui boycottent sont fabriqués en Turquie. Donc ces abrutis boycottent leur propre pays. Il y a 150 000 emplois menacés, sans compter l'excédent d'exportation vers la France. Ce boycott n'a aucun sens. On fait pas pression sur un pays étranger en boycottant sa propre économie. C'est complètement con. Mais il y a d'autres bizarreries. Apparemment, 3 bouts de dessin méritent une indignation régionale, mais pas le traitement des Ouïghours en Chine. Apparemment, ce boycott s'applique au kiri de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, mais pas au sac Hermès à 50 000 $ de Madame Erdogan, ni à l'Airbus présidentiel fabriqué en France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les types qui manifestent ont 2 de QI. Erdogan n'a qu'à appuyer sur un bouton et ces abrutis s'indignent sur commande, prêts à servir la politique d'Erdogan, qui utilise la religion pour faire avancer des intérêts géostratégiques. Les caricatures ne sont qu'un prétexte pour faire pression sur la France pour des motifs de coulisses, sans doute liés à la Syrie, à la Libye ou au gaz, ou même les trois. Du coup, entre Charlie Hebdo et Erdogan, je me demande lequel des deux insulte le plus les musulmans. Vous n'êtes pas à votre compte en banque.
Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Avec tout ça, on en oublierait presque que l'assassin de Samuel Paty n'était pas turc. Abdullah Kanzorov était un Tchétchène de 18 ans, arrivé en France il y a une dizaine d'années avec ses parents, qui bénéficiaient d'un statut de réfugié. A l'inverse d'Erdogan, Kadyrov, le président de la Tchétchénie, a condamné cet acte terroriste et exprimé ses condoléances aux proches du défunt. L'ambassade de Russie a aussi pris ses distances avec l'auteur de l'attentat, affirmant qu'il n'avait plus de lien avec son pays d'origine depuis 2008, renvoyant ainsi les autorités françaises à leur propre responsabilité. Ce qui n'est pas faux. Kanzorov avait montré des signes de radicalisation dans les 6 à 12 mois seulement avant son passage à l'acte. C'est donc un terroriste beaucoup plus made in France que made in Tchétchénie. Cependant, c'est bien en Tchétchénie qu'Kanzorov a été enterré en héros de l'islam à la début décembre, même si les médias du pays sont restés très discrets sur l'événement. Donc je doute que ses liens avec son pays d'origine n'aient pesé pour rien dans l'affaire, mais ça montre surtout un problème d'intégration, et ça c'est peut-être une piste un peu plus sérieuse à étudier si on veut lutter contre la radicalisation que l'étiquetage du couscous dans les rayons halal. Kadyrov a aussi exhorté la France à cesser de provoquer les musulmans pour ne pas les inciter à commettre des attentats. Une vision infantilisante des musulmans qui seraient incapables de gérer leurs émotions, décapitant des gens pour des desseins sans aucun sens de la mesure. Ce serait aux autres de jouer les tuteurs et d'être prévenants et responsables à leur place. Un point de vue condescendant et paternaliste donc, qui a pourtant été exprimé en France par des politiciens et de nombreuses personnes sur Twitter qui se disent de gauche et qui prétendent défendre les musulmans. Comme c'est ironique. J'ajoute que si on s'interdit de caricaturer des trucs en fonction des sensibilités des uns ou des autres, c'est sans fin. Déjà que le Macronistan nous inonde de lois de censure, ce serait bien de pas réclamer ce genre de conneries. Merci. Bref, malgré mes commentaires, les propos de Kadyrov sont plutôt modérés pour un extrémiste religieux, surtout quand on les compare à ceux d'Erdogan qui a instrumentalisé l'événement et a jeté de l'huile sur le feu, comme on l'a vu. Et si les médias aiment tirer à boulet rouge contre Kadyrov et le présenter comme un dictateur à moitié dingue, dangereux, méchant, etc., ils sont en revanche doux comme des agneaux envers notre cher allié Erdogan, alors que celui-ci est 1000 fois plus dangereux pour la sécurité des Français et des Européens que Kadyrov, qui a au moins le mérite de faire sa merde dans son coin et de nous foutre la paix. La complaisance des milieux autorisés à penser envers Erdogan est d'autant plus gênante qu'on a appris que la Turquie a un lien direct avec l'auteur de l'attentat. L'étude du téléphone de l'assassin a révélé qu'il était en contact avec les djihadistes de la province d'Idleb, qui sont soutenus et plus ou moins contrôlés par la Turquie. Il y a donc une possibilité pour qu'Erdogan ait donné instruction à ses supplétifs, sinon de commanditer, au moins d'encourager les attentats en France, pour donner corps aux nombreuses menaces qu'il avait proférées ces derniers mois, à l'encontre de ceux qui s'opposaient à sa politique en Méditerranée. Ce qui est sûr, c'est qu'Erdogan a montré sa capacité de nuisance en mobilisant les musulmans radicaux un peu partout dans le monde. Il va pouvoir s'en servir pour faire pression sur l'Europe, comme il se sert déjà des migrants, et comme il se sert aussi de sa propre diaspora. Le mois d'octobre a été plutôt chargé avec la Turquie. Pour dénoncer la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les Arméniens ont mené plusieurs manifestations au cours du mois, notamment une le 28 octobre sur l'autoroute A7, qui a créé plusieurs kilomètres de bouchons et a dégénéré. Des individus d'origine turque présents dans le bouchon sont allés tabasser les manifestants. Le soir même, en guise de représailles, des nationalistes turcs ont organisé une expédition punitive à Lyon, dans des quartiers où la communauté arménienne est fortement implantée. Vous êtes où les Arméniens? Vous êtes où? On est chez vous, bande de fils de pute! Türkiye, en büyük Türkiye, en büyük Türkiye, en büyük Türkiye, en büyük Türkiye. Comment ça va? Allahu Ekber!
Le groupuscule ultranationaliste turc des Loup-Gris, qui avait organisé cette sympathique promenade, a été dissous la semaine suivante. Mais si la structure juridique a symboliquement disparu, les types sont toujours là, et aucun manifestant n'a reçu la moindre sanction, pas même un coup de tonfa. Je vous laisse comparer avec le traitement des gilets jaunes. Pour vous montrer à qui on a affaire, voici Ahmed Setin, affilié au Loup-Gris, qui lançait en août dernier des appels au meurtre contre les Arméniens sur les réseaux sociaux. On est à peu près 200 000 Turcs, d'accord? À Paris, vous êtes plus. Strasbourg, vous êtes plus aussi, je crois. Kendi işinizi kendiniz halletsenize biz her yere mi gideceğiz? Anlatabiliyor muyum? Herkes ümidini bize bağlamış sanki biz şeyiz. Ha devlet versin bize mesela aylık 2000 euro mesela maaşa bağlasın bizi. Ondan sonra belimize silah da koysun, anlatabiliyor muyum? Ha bütün Fransa'ya gezeriz, sorun değil. Ama işimiz gücümüz var bizim hafta içi. Anlatabiliyor muyum? Biz zaten kendi işimizi zor hallediyoruz. Öyle böyle hallediyoruz bir şekilde. Herkes şehrinin derdiyle uğraşsın, anlatabiliyor muyum yani? À Lyon, nous on gère, à Lyon on fait ce qu'on a à faire. Mais ceux de Paris, ceux de Strasbourg, ils sont là. Abigail, gelin. Déjà vous êtes pas réunis, vous êtes pas soudés, vous êtes pas un groupe. Tu comprends, il y a personne qui veut bouger. Je vais venir quoi pour 10 personnes? Pour sortir dans la rue avec 10 personnes? Réveillez-vous. Aujourd'hui, par exemple, à Marseille. Aujourd'hui, à Marseille, ils vont manifester devant le consulat turc. Les Arméniens. Ils vont manifester devant le consulat turc. Ça, ils peuvent le faire qu'à Marseille. Parce qu'à Marseille, voilà, les Turcs sont en minorité. Ils peuvent rien faire. Parce qu'il y a trop de pro-PKK, il y a trop d'Arméniens là-bas. Wallah, ils le font à Lyon. Ils pourront jamais le faire. Ils oseront jamais le faire. Ils oseront jamais. Pour cette vidéo, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, à une amende délictuelle de 1000 € et à une peine d'inéligibilité de 5 ans. Car figurez-vous que ce type se présente aux législatives sous l'étiquette d'un parti d'extrême droite proche d'Erdogan. Donc là où Erdogan ne peut pas envoyer son armée, il transforme des civils en combattants qui vont tabasser ou tuer des opposants à la Turquie. Ça me semble extrêmement grave, hein, y compris pour ceux des Turcs qui n'ont pas l'intention d'être mêlés à ce merdier, mais qui risquent un jour de subir un tarif de groupe. Parce que c'est bien beau de répéter pas d'amalgame à chaque incident, mais du coup, faut pas faire d'amalgame. Ces gens-là ne doivent plus être traités comme des civils, mais plutôt comme des militaires ou des agents étrangers. Et par conséquent, ils doivent être déchus de la nationalité française, expulsés du territoire et interdits de séjour. Ça tombe bien, on a plein d'avions dont on sait plus quoi faire en ce moment. Bien évidemment, dès qu'il y a une mesure de bon sens à prendre, vous pouvez être sûr que c'est interdit ou empêché par l'Union européenne ou une autre instance internationale. Déjà, il est certain que la Cour européenne des droits de l'homme nous empêcherait de faire des charters de Turcs pogromistes au nom de la défense des droits de l'homme. Ensuite, au niveau de l'Union européenne, l'Allemagne nous empêche de prendre des sanctions contre la Turquie, puisqu'il faut avoir l'unanimité des États membres de l'UE pour le faire. Et c'est bien parce qu'Erdogan est face à un État français complètement impuissant qu'il peut se permettre de lancer des boycotts contre les produits français, sans craindre des mesures de rétorsion qui lui feraient perdre l'excédent commercial qu'a la Turquie envers la France. Mais, le 11 décembre, l'Union européenne a finalement sanctionné les actions unilatérales et les provocations de la Turquie en Méditerranée. L'occasion de reprendre notre périple des sanctions européennes là où on l'avait laissé dans la précédente vidéo. Oui, parce que ce truc-là patauge depuis des mois. Macron est donc sorti du sommet européen tel Napoléon, comme s'il avait conquis l'Europe. Il y a 6 mois, on disait la France toute seule sur ce dossier, a-t-il rappelé, en se félicitant que le travail de conviction de Paris soit désormais mieux compris, car ce processus est le seul à mettre suffisamment de pression sur la Turquie. Alors attention à la phrase suivante, c'est du Macron, faut être équipé. On a raison parfois d'être clairs et vocaux quand les comportements sont inacceptables. Donc on a raison de dénoncer l'inacceptable, mais en même temps, pas toujours. C'est très courageux. En tout cas, l'Union européenne a enfin pris des sanctions contre la Turquie. On les attendait plus, hein. Ça fait depuis le printemps que ça patauge quand même, cette histoire. Mais bon, mieux vaut tard que... attends, c'est bizarre. C'est bizarre, en fait. C'est quel genre de sanctions ? Une liste de noms va être établie dans les prochaines semaines et sera soumise à l'approbation des États membres. Ces noms seront inscrits sur une liste noire établie en novembre 2019
pour sanctionner les activités de forage de la Turquie dans les eaux de Chypre. Elle compte 2 responsables de la Turkish Petroleum Corporation, interdits de visa, et dont les avoirs dans l'UE ont été gelés. Voilà, ça c'est comme les paradis fiscaux, quand on veut rien faire, on fait une liste noire. Ils vont sanctionner 3 gus dont personne n'a rien à foutre et ça va s'arrêter là. Et encore, c'est pas fait, puisqu'il faut que les noms soient soumis à l'approbation des États membres, et dans un délai non précisé. Sans doute qu'il faudra attendre la réévaluation de la situation d'ici mars 2021. Mais cette larve de Macron ose crier victoire à la sortie du sommet, et il se félicite que l'Union européenne ait démontré sa capacité à faire preuve de fermeté face à la Turquie, alors qu'aujourd'hui l'Union européenne n'a encore pris aucune sanction contre la Turquie. C'est pitoyable. Et enfin, 3e boulet supranational à notre pied, l'espace Schengen, qui nous empêche de contrôler les personnes qui entrent sur notre territoire, afin d'éviter, par exemple, que des groupes islamistes ne nous envoient leurs djihadistes. Les clandestins et autres demandeurs d'asile sont quand même responsables d'1 tiers des attentats islamistes en France. C'est justement le profil de l'auteur du dernier attentat en date dans l'église de Nice, un clandestin tunisien, passé par Lampedusa, qui venait d'arriver en France. Une fois qu'il est dans l'espace Schengen, il peut circuler comme il veut. Alors après 11 mois de pandémie et de multiples attentats, Macron s'est dit qu'il fallait faire quelque chose au sujet des frontières. Il a organisé une conférence de presse au bord d'une autoroute pour annoncer qu'il allait proposer une réforme de Schengen au prochain Conseil européen du 11 décembre. Je suis favorable, et je porterai en ce sens des premières propositions au Conseil de décembre, à ce que nous refondions en profondeur Schengen. Il avait déjà tenté le coup en 2019, sans succès, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Il espère que la réforme aboutira au premier semestre 2022. Vous étiez pressé ? Pas lui. Alors attention à la suite, c'est pas une blague. 4 jours après le sommet, la seule trace de l'événement dans la presse, ce sont ces 3 lignes annonçant que Macron va effectivement parler de Schengen devant ses homologues. Et depuis, plus rien. Pas de suite. Pas de réaction, pas de compte-rendu, enfin le flop intégral quoi. Tout le monde s'en tape. On sait même pas ce qu'il a dit. En d'autres termes, la seule chose qui soit bien organisée dans l'UE, c'est son impuissance. Pourtant, si j'en crois Richard Coudeneuve-Kalergi dans Pan-Europa, la Bible des européistes, la réalisation de l'Union européenne devait justement nous rendre plus forts et nous éviter tous ces problèmes. Si les peuples d'Europe ne se mettent pas d'accord, ce continent malheureux deviendrait l'objet d'intrigues internationales et le théâtre de guerres mondiales. Les grandes puissances du monde combattraient ensemble pour l'héritage de ces riches colonies en Asie et en Afrique, et pour l'influence en Europe centrale et de l'Ouest. Bon, ben voilà, on a les 2 pieds dedans. À défaut de colonies, les grandes puissances du monde se partagent nos dépouilles économiques, et bien loin de lutter contre les conflits et les menaces extérieures, l'Union européenne les a importés chez nous. La France est en train de devenir un immense bordel communautaire où toute la planète se dispute l'influence en Europe centrale et de l'Ouest. Des Arméniens nous emmerdent sur l'autoroute et sont tabassés par des Turcs pour des conflits qui ont lieu à 3000 km. Des Tchétchènes règlent leurs comptes communautaires avec des racailles. Des Congolais se tapent dessus et foutent le feu à la gare du Lion à Paris pour protester contre la venue d'une chanteuse proche du pouvoir au Congo. Des islamistes clandestins traversent les frontières pour mener des attentats en représailles de publications dans nos journaux. Un petit sultan profite des faiblesses de l'Union européenne pour s'essuyer les pieds sur les États membres qui gênent sa politique. Chypre, la Grèce, la France. Grâce à ce super carcan d'instances internationales, progressistes et ouvertes sur le monde, la seule marge de manœuvre qui reste à la France pour lutter contre l'islamisme, c'est de fermer quelques associations extrémistes une fois que le mal est fait, et d'aller faire de la pédagogie sur Al Jazeera. Saïd Raïs, ahlan bikoum. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à vous, bienvenue. Merci d'accorder cette interview à Al Jazeera. 1 heure de cours sur la liberté d'expression, la liberté de la presse et la laïcité. Reconnaissons-lui que pour tout ce qui est blabla, il mérite 9 sur 10. Oui, je lui enlève un point parce qu'il y a quand même un passage sur la loi Guesso où il bafouille un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Et puis son discours a un côté pitoyable. Vous voyez bien qu'on est gentil, alors arrêtez d'être méchant s'il vous plaît. Macron quand il lutte contre le FN. Mais pas ça! Pas ça! Pas ça! Macron quand il lutte contre les islamistes. Pas chez nous.
le dis très clairement. Pas chez nous. Il a pété, j'ai entendu faire prout. Alors je me demande à qui s'adresse tout ce blabla. Peut-être que des musulmans modérés pourront relativiser des infos parfois fausses qu'ils ont reçues, et c'est bien de s'adresser à eux. Mais les extrémistes s'en tapent. Alors faire ça, ok, mais en complément d'une politique qui s'attaque aux problèmes de fond énoncés précédemment. Non seulement ce n'est pas le cas, mais comme d'habitude avec Macron, l'hypocrisie est maximale. Le mec qui fait des leçons de liberté de la presse à la planète entière est le premier à la bousiller en France. Les attaques de Macron contre la liberté de la presse ne datent pas d'hier. Je vous renvoie à mes vidéos sur la lutte contre les fake news et sur la loi du même nom qui en découle, à laquelle on peut ajouter la loi Avia. Et maintenant, ils nous ont sorti le projet de loi sur la sécurité globale. Il vise à fliquer la population, tout en nous interdisant de surveiller les actions de la police. L'article 24 notamment prévoit l'interdiction de la diffusion d'images montrant des policiers. Si on n'a plus le droit de montrer les violences policières, on peut plus prouver qu'elles existent. Habile. Très habile. Comme on peut le voir dans ce cas d'espèce, la présence de caméras est la meilleure protection des manifestants contre les violences policières. Coucou. Mais pour les syndicats de police, toutes ces vidéos donnent une mauvaise image de la profession et mettent en danger les agents qui pourraient subir des représailles, même si c'est jamais arrivé. Alors sans jamais critiquer les ordres de répression violente qu'ils reçoivent et qui produisent toutes ces vidéos dont ils ont honte, eh bien ils se réjouissent de l'interdiction à venir de leur diffusion. Exemple ici avec le syndicat de police SICP s'adressant au journaliste David Dufresne qui a fait un gros travail sur les violences policières durant les manifs des Gilets jaunes. Un futur chômeur avec la nouvelle PPL Sécurité Globale. Devant l'Assemblée nationale, il dit stop à la loi Sécurité Globale, car il ne veut pas dire stop à son jackpot de la haine de la police. On vous prend un rendez-vous chez Pôle emploi. Oh bah ça alors, qu'est-ce que c'est? On en revient à la loi Avia, et son concept fourre-tout de lutte contre la haine qui permet de faire interdire tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Pour ce syndicat de police dont le compte Twitter est une litanie de chialeries sur le terrible quotidien des policiers, montrer des violences policières, c'est attiser la haine contre la police, et donc ce doit être interdit. La loi n'est pas encore votée, que les journalistes en font déjà les frais. Mais hier, comme si certains policiers, déjà galvanisés par cette future loi qui va les protéger, appliquaient déjà cette future interdiction de filmer, démonstration en 3 étapes. D'abord, il y a eu des intimidations verbales. Sur ces images, on entend un drôle d'avertissement. Les journalistes qui ont une carte officielle, je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également. Idem pour le journaliste Clément Lano, qui filme en dehors des tensions et en étant identifiable, et pourtant menace et dialogue de sourds. Non, mais monsieur, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, c'est la loi. Du coup, vous voulez que je fasse quoi là concrètement? Ben, vous quittez l'endroit. Mais c'est mon travail. Vous voulez m'interpeller? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Mais on est journaliste, il y a une carte de presse. Oui, monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Ensuite, deuxième étape, classique mais toujours choquant, une entrave physique. Ici, le reporter Simon Louvet, violemment dégagé par les policiers alors qu'il faisait son travail. Il avait une carte de presse, mais qu'en serait-il s'il n'en avait pas eu? Enfin, dernière étape, la neutralisation totale. Ici, c'est la photoreporter Anna Nelson qui est carrément interpellée. Que photographiait-elle? Impossible de le savoir pour l'instant puisqu'elle a été placée en garde à vue pendant une vingtaine d'heures. Elle est sortie de sa garde à vue avec un rappel à l'ordre pour attroupement après sommation, qui est une autre façon de dire je fais mon travail en prenant des photos. Voilà donc des exemples comme ça, on en a bien d'autres. Par exemple, un journaliste de France 3 a aussi été interpellé et placé en garde à vue. Vers 21h mardi, Tanguy Kermarek, journaliste à France 3 Île-de-France, arrive boulevard Saint-Germain. La manifestation contre le projet de loi sur la sécurité globale prend fin. Voyant les policiers disperser les manifestants, il décide de filmer, carte de presse à la main. Je progresse petit à petit vers le lieu des interpellations. Et au moment où j'arrive, où 6 personnes sont interpellées, je suis toujours comme ça, en train de filmer et de présenter ma carte, et un policier me dit « Il y en a marre des journalistes, on ne veut pas de vous ici, barrez-vous ». Je dis « Mais je ne vous filme pas, monsieur ». Il me dit « Ah, c'est comme ça ?» Et ben voilà, asseyez-vous, vous êtes interpellé.
Tanguy Karmarek va rester assis pendant près d'1 heure sur le trottoir avec les manifestants arrêtés. À un moment, vous nous saoulez, quoi. Vous venez à 5 cm de nous. Je vous filme pas, monsieur. C'est bon, allez ailleurs un peu. L'ambiance est tendue, le journaliste ne comprend pas les raisons de son interpellation. Quand j'ai été interpellé, je me dis, mais pourquoi il m'interpelle? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste là, à part, en train de filmer de loin des personnes qui ont interpellé. On ne reconnaît aucun visage. Je ne suis pas là en train d'essayer de rentrer en contact avec les personnes interpellées. Je suis juste témoin de la scène. Et puis, brutalement, on se retrouve assis à côté des personnes interpellées. Et là, je dois avouer que c'est l'incompréhension. Au lendemain de cette manif, Darmanin a justifié ses dérives par un argument qui n'a cours qu'en dictature. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a une personne, notamment un journaliste, qui a fait savoir, d'ailleurs qu'il l'a fait savoir publiquement, qu'il aurait été menacé d'être interpellé. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Je rappelle donc que si les journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma de maintien de l'ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici, préfet de police de Paris, pour se signaler, pour être protégés également par les forces de l'ordre. Donc le gouvernement a l'intention de sélectionner les journalistes qui auront le droit de couvrir les manifestations. Mais attention, ce n'est pas une atteinte à la liberté de la presse. Au contraire, c'est une protection pour les vrais journalistes qui font un vrai travail d'information. Il ne faut pas le voir comme une atteinte à la liberté d'informer ou à la liberté de la presse ou au travail des journalistes. Il faut le voir justement comme une protection pour les journalistes aussi, pour ceux qui font vraiment leur boulot, qui font un vrai travail d'investigation, qui donnent de l'information et de la vraie information. Et il faut essayer de mettre fin à certains types de comportements qui finalement poussent plus à la désinformation qu'à autre chose. Et c'est ça aussi qui alimente toutes les thèses complotistes, etc. Il y a tout ça derrière également. Donc il n'y a pas de volonté de mettre d'entraver fin à la liberté Tout d'informer. à fait. Et en quelques jours, la boucle est bouclée avec Dupond-Moretti, qui veut limiter l'application de la loi de 1881 sur la liberté de la presse aux vrais journalistes, au nom de la lutte contre la haine en ligne. Vous commencez à comprendre comment ça marche ? Je veux également vous indiquer que sur ces questions, j'ai beaucoup travaillé pour tenter d'éradiquer la haine en ligne. La haine en ligne, elle aboutit à l'assassinat du professeur Paty, mais également elle pourrit notre pays en toute impunité, souvent en toute impunité. Et nous avons travaillé de ce point de vue-là, de façon très très précise, pour essayer de réguler, au travers de la loi notamment de 1881, les immixtions de ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas d'être protégés par cette loi, mais qui viennent au fond s'y lever pour diffuser la haine en ligne et bénéficier des protections qui sont dues aux journalistes et aux organes de presse. C'est un certain nombre de choses dont je voulais vous parler. En tous les cas, pour vous dire que c'est un sujet de préoccupation absolument majeur pour nous. Et voilà comment Samuel Paty, martyr moderne de la liberté d'expression, est utilisé par ce gouvernement pour réduire la liberté d'expression de ses opposants politiques. Toutes les lois iniques qui ont été retoquées ces dernières années vont être fourrées dans la grande loi de lutte contre le séparatisme, qui visera moins les islamistes que les personnes critiquant le gouvernement sans y avoir été autorisées et dont les propos seront bientôt qualifiés de haine en ligne. Tout comme Erdogan, nos dirigeants instrumentalisent les islamistes pour servir leurs intérêts. Fin de la liberté d'expression sur Internet ? C'est pour lutter contre le terrorisme. Fin du cash ? Lutte contre le terrorisme. Fin de la liberté de la presse en manif ? Lutte contre le terrorisme. Fichage total de la population ? Lutte contre le terrorisme. Le fichage, c'est la dernière blague du gouvernement. En plus du reste, ils ont fait passer plusieurs décrets en 12 début décembre qui ressuscitent les principes du fichier Edwige de 2008, pour ceux qui s'en souviennent. C'est un projet qui avait été abandonné à l'époque suite à une mobilisation populaire. Un temps lointain où on en avait encore quelque chose à foutre des manifestations. Jusqu'à aujourd'hui, le fichage ne concernait que les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes ou d'être impliquées dans des actions de violence collective. Une définition déjà large qui vient d'être élargie aux atteintes à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République et à la sûreté de l'État, entendues comme les activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. On est d'accord qu'on met absolument tout ce qu'on veut là-dedans. En d'autres termes, sous couvert de prévention contre le terrorisme, on étend le fichage de la population. On élargit aussi le type de données recueillies. Activités sur les réseaux sociaux, comportements et habitudes de vie,
Opinions politiques, convictions philosophiques, religieuses ou appartenances syndicales sont notamment intégrées dans ce grand fichier. Vous voyez qu'on dépasse largement le cadre de la lutte contre le terrorisme, islamiste ou autre, pour faire un fichier d'opposants politiques et poser une brique de plus vers un système de crédit social à la chinoise. Donc je me répète, première donnée, désormais ce ne seront plus seulement des fonctionnaires qui pourront alimenter et se servir de ce dossier. Deuxièmement, sont fichés non plus seulement les gens ayant des activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, mais maintenant seront fichés les gens qui ont des opinions particulières. Et je me répète parce que je crois que c'est tout à fait important et essentiel, qui sont politiques évidemment, philosophiques, religieuses ou syndicales. On voit très bien quelle est la cible. Au-delà de la lutte contre le terrorisme qui est parfaitement légitime et qui nécessite du renseignement en amont, mais là on voit bien que c'est l'opposition qui est visée, l'opposition politique au pouvoir en place, c'est pas autre chose. Bien. Effectivement, nous avons mis beaucoup de moyens dans le renseignement territorial. Alors il a été parfois mis essentiellement sur les questions de radicalisation, de suivi des individus radicalisés, et qu'il est de plus en plus mis désormais en même temps, si j'ose dire, sur la question des contestations sociales, du suivi de ces contestations sociales, et donc de connaître, c'est très important pour nous, le nombre de personnes qui viendraient dans des manifestations pour justement jauger et juger du nombre de forces qu'on y met pour pouvoir encadrer ces manifestations. Troisième donnée qui est dans ce texte, dans les trois textes d'ailleurs, nous avons les personnes dont les opinions ou les activités sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, et on a rajouté « et à la sûreté de l'État ». Voilà le grand retour de notre chère sûreté de l'État. Les données intéressantes, la sûreté de l'État, sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Évidemment, la menace terroriste porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais, en général, les intérêts fondamentaux de la nation, c'est extraordinairement large. C'est extraordinairement large. Par exemple, les royalistes qui ne veulent pas de la République. Alors, vous savez que la Constitution dit que la forme de gouvernement de la France, c'est la République. Alors, ça peut changer. Si on réunit une majorité suffisante, soit au Congrès, soit dans le pays, pour restaurer la royauté. J'y crois pas une seconde, et je pense que l'activité des royalistes n'est pas simplement folklorique, mais pour autant, on peut considérer que l'intérêt fondamental de la nation, et ça c'est mon opinion, l'intérêt fondamental de la nation, il est bien de conserver ce régime républicain. Donc, cette notion de sûreté de l'État est quelque chose d'extraordinairement large. Il y a encore une autre définition. À côté, par exemple, dans un des articles, à côté des mots « activité terroriste » sont insérés les mots « de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ». Est-ce que vouloir modifier la Constitution, c'est porter atteinte aux institutions de la République? Ben oui, si on veut les changer. Ce qui a été fait 20 ou 25 fois depuis la promulgation de la Constitution de 1958, dont je rappelle qu'aujourd'hui, seuls 30% des articles initiaux sur les 90 sont toujours dans le même état. C'est vous dire si elle a été malmenée. Donc, je pense qu'il y a là, au travers de cette mise en avant de la notion de sûreté de l'État, cet ajout de cette notion de sûreté de l'État, une dérive assez dangereuse. Assez dangereuse parce que toute opposition politique, dès lors que le pouvoir qui a été porté là normalement par l'élection entend mettre en œuvre son programme et sa vision de l'organisation de l'État, il peut considérer que l'opposition politique met en danger la sûreté de celui-ci. Voilà donc rapidement en vue les trois données qui sont des données liberticides. Le Macronistan est en train de devenir un État policier de plus en plus autoritaire, et en même temps, ça ne les empêche pas de donner des leçons de morale à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. À l'occasion de la conférence mondiale pour la liberté de la presse organisée par les Pays-Bas,
Jean-Yves Le Drian a appelé la communauté internationale à agir pour défendre la liberté de la presse. 2 jours après, Jean Quatremer se plaignait dans l'IB que les chefs d'État de l'UE se servaient des règles sanitaires pour écarter les journalistes du dernier sommet européen. Dans la loi sécurité globale, Macron répond au souhait des syndicats de police d'interdire la diffusion d'images de policiers, et en même temps, sur Brut, il dénonce les contrôles aux faciès des policiers et annonce la création d'une plateforme de signalement, déclenchant la colère de ces mêmes syndicats. Ce manque de cohérence politique peut choquer les honnêtes gens. Il fait sens du point de vue du politicien carriériste. C'est le moment de rappeler quelques évidences de coulisses qui ont tendance à nous échapper. C'est en fait la même recette que durant la campagne présidentielle de 2017. Macron et les autres disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils s'adaptent à leur audience, ils se drapent dans des beaux principes, font de beaux discours sur la paix, l'Europe, la puissance, la défense des valeurs, la lutte contre le terrorisme, etc. Mais tout ça c'est de la com. Dans les faits, ils en ont rien à foutre de la France, rien à foutre de la sécurité des Français, et rien à foutre des beaux principes qu'ils agitent aux yeux du monde avec un air supérieur. Tout ça, ça passe après leurs intérêts et leur carrière, et ils sont prêts à toutes les bassesses pour la faire avancer. Alors après avoir dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, chaque mesure passe au filtre de leurs intérêts, et ils sont pas du genre à prendre des coups pour de beaux principes. Faut que ça coûte pas cher et que ça rapporte gros. Suspendre ou quitter Schengen pour mieux contrôler les entrées sur le territoire ? Non. On va se contenter d'annoncer une demande de changement de règles au niveau européen qui devrait aboutir dans 1 an et demi, si tout va bien, ce sera bien suffisant. Expulser les agents étrangers qui organisent des pogroms ? Non. On va juste glisser leur existence sous le tapis en dissolvant leur association. Pourquoi faire plus ? Se donner des airs de grands démocrates en accueillant les opposants politiques des pays trop faibles pour nous le reprocher ? Oui, mais accorder l'asile politique à Julian Assange ? Non. Là, on va seulement dire que ce serait bien de le faire. Dans tous ces cas-là, agir demanderait de remettre en cause certains dogmes, de s'opposer à des intérêts puissants, à des chefs d'État étrangers ou des instances supranationales. Et tout ça pour des gens, qui vont pas forcément renvoyer l'ascenseur. En revanche, dès qu'il s'agit de servir leur carrière ou les intérêts de leur maître, que ce soit la Commission européenne, les riches qui financent les campagnes, les entreprises qui les embaucheront plus tard, ou les syndicats de police qui protègent leur mandat, etc., soudainement, ils sont capables de s'affranchir de toutes les contingences et ils déploient des trésors d'énergie et d'ingéniosité législative et sémantique pour faire passer leurs projets, au point d'être capables d'abattre la liberté d'expression au nom de la défense de la liberté d'expression et en faisant la morale à la planète entière sur l'importance de la liberté d'expression. Aujourd'hui en France, c'est plus facile d'organiser un pogrom contre les Arméniens qu'une manifestation de défense des droits sociaux. Pourquoi ? Eh bien parce que défendre les intérêts du MEDEF, ça paye mieux que de défendre les Arméniens. Alors je voudrais pas donner l'impression d'être naïf. On sait bien que la plupart du personnel politique a une vision très marketing de la politique, très politicienne justement. On serre des pognes, on flatte les égos, on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, tout ça date pas d'hier. Si ce marketing sert des principes et des idées, on peut encore s'en sortir. Avant les types tapaient dans la caisse, mais ils avaient quand même conscience d'être au service des Français et du pays. Se foutaient de la gueule des électeurs, mais il y avait quand même un peu de vergogne. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus de limite. Le carriérisme a pris le pas sur tout le reste, et on se retrouve avec une classe dirigeante majoritairement sans direction et sans principe, autre que le saint pognon. La maison est grande. C'est pas le moment où tu gagnes de l'argent, mais la maison est grande. Le macronistan, c'est le clientélisme et l'esprit de boutique poussé à l'extrême. Ils passent leur temps à donner des gages à des groupes d'intérêt en fonction d'un rapport coût-bénéfice pour leur portefeuille et leur avenir. Alors, le résultat est très mauvais. De quoi se souciait Buzyn quand le Covid nous est tombé sur la gueule au début de l'année ? De sa carrière, qui est passée avant la gestion de la crise sanitaire. Elle craignait qu'en restant ministre de Macron, sa réputation ne soit entachée, alors elle s'est présentée au municipal en pensant qu'il y avait une opportunité à saisir pour son avenir. Une belle réussite. Cet esprit de boutique transpire dans de très nombreuses interventions de Macron, notamment dans un passage de sa dernière interview chez Brut, pour prendre un exemple récent. Ça fait 2 heures que l'on parle avec cette jeunesse, Monsieur le Président. Parmi ces jeunes qui ont voté en 2017, chez les 18-24 ans, ils ont voté en 1 pour Jean-Luc Mélenchon, en 2 pour Marine Le Pen. Vous n'étiez finalement à l'époque que 3e. Est-ce que lors de votre campagne de réélection, en 2022, la jeunesse sera votre priorité ? J'ai jamais considéré la jeunesse ni comme une catégorie, ni comme une cible électorale.
Moi, je me souviens d'avoir été jeune, je n'avais de cesse de vieillir. C'est vrai, je n'aimais pas qu'on me parle comme si c'était un statut. Je pense qu'il y a plein de jeunesses différentes. Et je pense comment vous leur parlerez durant cette campagne? C'est comme je vous ai parlé là, c'est-à-dire avec mes convictions. Je pense que la jeunesse française, les jeunesses françaises, elles sont plus exigeantes que les autres en termes d'authenticité. Donc je pense qu'il faut savoir dire quand on se trompe sur quelque chose, quand on n'est pas d'accord. Je pense qu'il ne faut pas servir un discours qui est celui qui correspond à une catégorie. Tout est transparent, tout se croise. Donc ils ne sont pas idiots, ils sont nés avec le numérique et surinformés. Donc si vous dites un truc qui plaît à un jeune en disant « Toi le jeune, je vais te dire ce que tu attends parce que je compte être réélu », je peux vous dire que ça finira rarement bien. Parce que l'information est universelle, donc j'ai jamais... Les jeunes ne sont pas une cible électorale pour Macron parce qu'il ne sait plus comment leur mentir efficacement à cause d'Internet. On comprend mieux pourquoi il s'attaque à Internet. Faut dire qu'avant, les gens qui lisaient le Figaro, ils lisaient pas Le Monde, donc on pouvait segmenter les électorats et tenir un discours à l'un et un autre à l'autre. Mais maintenant sur Internet, tout est mélangé, donc on peut constater quand le type se fout de notre gueule. Donc les jeunes ne voteront pas pour lui, il en a rien à foutre. Il va plutôt utiliser son temps et son énergie à séduire et donner des gages à un électorat gagnable. Bien que là, vu la gueule du pays, je me demande qui ça peut être. Va falloir tricher, hein. Allez hop hop hop, là on ressort le vote par correspondance. Ça a tellement bien marché aux États-Unis. Bref, tous les événements qui ont suivi l'assassinat de Samuel Paty ont été l'occasion de voir à quel point le carriérisme et l'intérêt personnel président aux décisions de nos chers dirigeants. Il faut absolument plus rien attendre de ces gens, hein. Manifester pour exiger un changement de politique, c'est terminé, à moins de tout défoncer. Parce que c'est comme ça que ça marche au Macronistan. Fort avec les faibles, et faible avec les forts. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Comme trop souvent par le passé, dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Écoutez, je considère pour ma part que j'ai apporté les réponses aux Françaises et aux Français sur ce qui avait conduit à ce mouvement, à la fois le 10 décembre et dans la conférence de presse que j'ai donnée. Je crois que celles et ceux qui continuent aujourd'hui à faire cela, il n'y a plus de débouchés politiques. Il n'y a plus de débouchés politiques. Je crois que les manifs vont bientôt prendre une nouvelle tournure, parce qu'il est devenu évident pour tout le monde que pour changer de politique, il va falloir changer de politicien. Tout ce qui manque aujourd'hui, c'est une alternative, et ça tombe bien, il en existe une. Voici le Gouv, gouvernement alternatif à but non lucratif, dans le sillage des Gilets jaunes, qui regroupe des gens qui ont en commun d'être hors des clous, mais qui ont aussi des opinions diverses. Vous en connaissez déjà sans doute quelques-uns, mais je vous invite à aller voir leur conseil des ministres pour découvrir ces personnes et leurs propositions. C'est à vous de vous faire votre propre idée. Cette vidéo étant suffisamment longue, je ne vais pas m'étaler davantage sur le sujet, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee ou en faisant un tour sur la boutique d'artisanat. Bonne année 2021 à tous, vivement le putsch, et à la prochaine.